Ce cours a pour objectif de vous faire débuter avec Git. Git est un logiciel de gestion de version de fichiers. Nous allons dans ce cours aller à l'essentiel, c'est-à-dire que nous allons voir les différents états d'un fichier qui est géré par Git et nous allons voir 7 commandes indispensables. Je pars du principe que Git est installé sur votre système, toutefois nous allons vérifier que la commande Git est bien reconnue. La première chose à faire, c'est d'ouvrir une fenêtre console et puis de taper la commande git-version. Donc si la commande est inconnue, vous aurez un message comme quoi le nom d'applet ou de commande n'est pas connu, sinon vous aurez la version de Git qui est installée sur votre système. Lorsque l'on crée un projet, nous avons un dossier qui va contenir tous les fichiers de code source. Ces fichiers de code source vont évoluer dans le temps et Git va nous permettre de suivre les modifications de ces fichiers et de valider celles-ci. Pour travailler avec Git, il faut créer un repository, soit en français un dépôt. Un dépôt, ça va être un dossier qui va être créé dans votre dossier de projet. Donc pour créer ce dossier-là, vous allez vous placer à la racine du dossier du projet et ouvrir une console ou une fenêtre PowerShell. Dans cette fenêtre, vous allez saisir la commande git init. Cela va créer un dossier caché dans le répertoire du projet et ainsi votre répertoire est maintenant prêt à fonctionner avec Git. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez utilisé la commande git init ? Eh bien, vous êtes passé d'un dossier vide à un dossier qui contient un dossier masqué .git et dans ce dossier-là, on va trouver tous les éléments dont Git a besoin pour restaurer ou versionner vos différents fichiers de code source. Notre projet est prêt à fonctionner avec Git, cela signifie que tous les fichiers qui sont placés dans le dossier du projet, absolument tous, peuvent être versionnés et suivis avec Git. Alors une petite astuce toutefois, parce que il est courant de ne pas vouloir suivre tous les fichiers code source d'un projet, par exemple des fichiers de paramétrage, des fichiers de cache, des fichiers de log, etc. Dans ce cas-là, il est possible de créer dans le répertoire du projet un fichier .gitignore. Donc c'est un fichier qu'il faut créer avec un éditeur de code, puisque sur les systèmes Windows, il n'est pas possible de créer des fichiers dont le nom commence par un point. Ce fichier gitignore, en fait, va contenir différentes définitions qui consistent seulement à renseigner un chemin vers des dossiers ou simplement à ignorer différents fichiers. Tous les éléments qui sont définis dans ce fichier ne peuvent pas être suivis par Git. Vous avez indiqué à Git le dossier de votre projet à suivre, vous lui avez précisé les fichiers qu'il devait ignorer. Maintenant, nous allons faire comme si nous ajoutions un fichier dans notre projet, donc le premier fichier de code source. Nous avons donc un nouveau fichier et là, il va falloir demander à Git de suivre ce fichier puisqu'il ne va pas le faire tout seul. La commande à saisir pour mettre un fichier sous suivi, c'est la commande git add. Alors si ce fichier était renseigné dans le fichier gitignore, il ne serait pas possible de le suivre. Lorsque la commande git add porte sur un fichier qui n'a jamais été suivi par Git, il y a 2 actions qui sont déclenchées. La première, c'est d'ajouter le fichier dans une zone que l'on appellera répertoire de travail ou working directory. En fait, cet espace va contenir tous les fichiers qui sont suivis par Git. Le deuxième effet de la commande git add va être d'ajouter notre fichier dans une seconde zone que l'on appellera une zone d'indexation ou staging area. Donc c'est une zone en fait qui va contenir nos fichiers en attente d'une validation définitive, c'est-à-dire avant de créer une version définitive. Maintenant que Git est capable de suivre votre fichier, vous vous placez dans votre répertoire de travail et là vous codez normalement. Je vous rappelle encore une fois que le Working Directory, c'est ce que vous voyez à l'écran lorsque vous codez. Vous écrivez du code source dans votre fichier est modifié, vous êtes satisfait des modifications apportées, vous décidez de placer ce fichier dans la zone d'indexation grâce à la commande git add. Cette commande va donc placer le fichier dans la zone d'indexation ou plutôt actualiser le fichier qui est dans la zone d'indexation. Il n'y a donc aucune différence entre le fichier qui est chargé dans votre IDE et puis le fichier qui est dans la zone d'indexation. Vous pouvez maintenant continuer à travailler avec votre fichier dans le répertoire de travail, c'est-à-dire dans votre IDE, puisque vous avez une copie qui est dans la zone d'indexation, ce qui veut dire que si vous modifiez votre fichier dans votre IDE, vous disposez toujours de la copie dans la zone d'indexation. Vous décidez de modifier le code source de vos fichiers de travail. Et vous souhaitez connaître les différences qu'il y a entre ces 2 fichiers, c'est-à-dire le fichier du répertoire de travail et le fichier qui a été indexé.
vous avez une commande qui permet de lister les différences. C'est la commande git-diff et cette commande va permettre d'afficher tout ce qui a été supprimé dans le fichier et tout ce qui a été ajouté. Donc c'est vraiment très utile pour voir les modifications dans un fichier. Ici, c'est l'interface en ligne de commande, mais il existe des logiciels qui permettent de visualiser ça de façon très agréable. Vous êtes satisfait des modifications apportées à votre fichier, vous décidez de placer votre fichier dans la zone d'indexation. C'est-à-dire que dans la zone d'indexation, le fichier va être actualisé et remplacé par le fichier du répertoire de travail. La commande git add va donc actualiser ce fichier. Et de fait, vous disposez maintenant de deux fichiers identiques dans le répertoire de travail et dans la zone d'indexation. Vous continuez de travailler sur votre fichier et le modifier. Et là, vous vous rendez compte que finalement, la version dans la zone d'indexation était préférable aux modifications que vous avez effectuées. Cela survient notamment quand parfois on modifie des choses et puis on a plutôt cassé du code plutôt qu'améliorer les choses. Donc dans ce cas-là, il y a une commande qui permet de restaurer le fichier qui est dans la zone d'indexation, c'est la commande git checkout. Une fois cette commande jouée, le contenu dans le répertoire de travail va être actualisé. Alors concrètement, dans votre navigateur, ou plutôt votre IDE, vous allez avoir un message qui va vous indiquer que le code source du fichier a été changé. Et il va vous inviter à actualiser le fichier. Donc il faudra cliquer dessus. Et là, vous verrez que le code source qui va apparaître à l'écran est celui qui était indexé. Ainsi, vous bénéficiez de la version que vous aviez enregistrée dans la zone d'indexation. Vous pouvez maintenant travailler à partir du code source ainsi restauré. Vous modifiez ce code source et vous êtes satisfait des modifications apportées. Donc à ce moment-là, vous pouvez les indexer, c'est-à-dire les placer dans la zone d'indexation grâce à la commande git add. Une fois cela fait, vous avez donc une copie en mémoire de votre fichier courant. Admettons que maintenant vous êtes totalement satisfait des modifications et notamment du fichier qui est dans la zone d'indexation. Vous voulez en faire une version définitive. Dans ce cas-là, vous allez jouer la commande git commit et le fichier va être placé dans un troisième état, c'est-à-dire dans une version validée. Commit d'ailleurs signifie valider en français. À présent, vous avez un fichier donc qui est identique dans le répertoire de travail, dans la zone d'indexation et dans le dépôt des versions. Il est important de bien comprendre les trois zones à ce stade. Donc dans le répertoire de travail, nous avons les fichiers sur lesquels nous travaillons dans notre éditeur. Quand nous avons modifié ce fichier et que nous sommes à peu près satisfaits des modifications, nous allons l'indexer, c'est-à-dire qu'on va le placer dans une zone intermédiaire, puis nous revenons sur notre fichier principal, nous travaillons, nous l'indexons de nouveau, et ainsi de suite. Et à un moment donné, quand nous sommes satisfaits de l'état de notre fichier, nous allons le valider définitivement, d'où cette notion de commit qui revient toujours lorsqu'il s'agit de Git. Vous poursuivez le développement de votre travail. À ce titre, le code source du fichier dans le répertoire de travail est modifié. Vous décidez de le placer dans la zone d'indexation pour éventuellement le valider ultérieurement. Vous modifiez encore une fois le fichier de travail. Vous pouvez obtenir les différences entre la zone d'indexation et le fichier du répertoire de travail grâce à la commande git-diff et vous pouvez également voir la différence entre la zone d'indexation et la dépôt de version avec la commande git-diff mais avec l'option cached. Il est désormais facile de comprendre tout l'intérêt d'utiliser Git. Nous voyons qu'un même fichier est disponible dans 3 états différents. Tout d'abord dans notre répertoire de travail, c'est-à-dire dans notre environnement de développement. Il existe également une version de ce fichier-là qui a été préalablement validée, mais pas définitivement, comme c'est le cas ici dans ce répertoire-là où nous trouvons des fichiers définitivement validés. Vous avez terminé les modifications sur votre fichier qui est dans le répertoire de travail et vous souhaiteriez en créer une version définitivement validée. Et bien pour cela, il va falloir passer par la zone d'indexation puisque seuls les fichiers indexés sont commitables, c'est-à-dire validables. Une fois que cela est fait, nous allons pouvoir, grâce à la commande git commit, créer une nouvelle version du fichier et à ce stade, nous pouvons constater qu'il y a bien 2 versions du même fichier. Vous disposez actuellement de 2 versions différentes de votre fichier, mais que cela ne vous empêche pas de continuer votre travail, donc vous modifiez votre fichier via votre environnement de développement. Ce fichier, finalement, vous vous rendez compte que c'est pas celui que vous voulez, et vous voudriez restaurer le fichier qui est dans la zone d'indexation, c'est-à-dire le fichier orange chez moi, donc vous utilisez la commande git checkout, ce qui fait que votre fichier va être rechargé dans votre interface de développement.
Suite à ça, vous faites des modifications de votre fichier et vous décidez d'en créer une version. Donc vous allez indexer le fichier dans la zone de stage, puis suite à cela, vous allez committer ce fichier-là et de fait, vous allez disposer d'une troisième version dans votre dépôt. Même si vous avez validé 3 versions de votre fichier, cela ne vous empêche pas d'améliorer votre travail et d'apporter de nouvelles modifications. Donc vous modifiez le code du fichier dans le répertoire de travail, puis vous l'indexez avec la commande git add. Là-dessus, je vous rappelle qu'il est encore possible d'afficher les différences entre le fichier de la zone d'indexation et un des fichiers qui a été versionné. Suite à cela, vous continuez de travailler sur votre fichier, vous le mettez à jour et puis vous l'indexez. Suite à ça, vous vous dites que, en fait, finalement, vous aimeriez bien travailler sur la version du fichier vert ici, c'est-à-dire que ce fichier vert ici, il doit être replacé dans la zone de travail. Donc cela est possible avec la commande git reset qui va charger la version dans la zone d'indexation, puis avec la commande git checkout qui va recharger le répertoire du travail à partir de la zone d'indexation. Je vous ai expliqué comment on pouvait charger un fichier indexé dans le répertoire de travail ou encore de charger une version validée dans la zone d'indexation puis dans la zone de travail, mais toutefois, je ne vous ai pas expliqué comment on pouvait déterminer quels éléments il fallait indexer ou quels éléments avaient été committés. Donc pour les commits, pour avoir une liste des commits, il y a une commande qui existe, c'est la commande gitlog. Donc celle-ci va permettre de lister tous les commits, c'est-à-dire tous les fichiers validés. Ensuite, nous avons une autre commande qui vont nous permettre de voir quels sont les fichiers suivis, quels sont les fichiers qui sont indexés et quels sont les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière fois qu'ils ont été indexés. Et ça, c'est le rôle de la commande git statut. Pour clore ce cours, je vous propose un petit schéma de synthèse qui va permettre d'avoir en un visuel toutes les commandes qui sont utiles pour débuter avec Git. Donc on voit la commande de départ, c'est-à-dire git init qui permet de mettre un projet sous suivi. Ensuite la commande git add qui permet d'ajouter chaque nouveau fichier que l'on veut suivre. Et puis les commandes qui permettent de passer d'un état à un autre. Donc depuis le répertoire de travail, lorsqu'on veut indexer un élément, on va utiliser la commande git add. Et lorsqu'on veut valider définitivement des modifications, le fichier dans la zone de stage va être commité, donc validé grâce à la commande git commit. Si l'on veut restaurer un fichier versionné, dans la zone d'indexation, on utilisera la commande git reset. Et si l'on veut restaurer dans le répertoire de travail un fichier indexé, on utilisera la commande git checkout. Alors, petite information, j'en ai pas parlé pendant le cours, il est possible de passer directement un fichier versionné directement dans le répertoire du travail avec git checkout hid. Alors il existe encore d'autres commandes et surtout des options qui permettent de travailler avec efficacité avec Git, mais là l'objectif du cours c'était de montrer quelque chose de simple. Alors il reste toutefois 2 commandes que l'on peut ajouter à ce schéma-là. C'est la commande gitlog qui permet de lister tous les fichiers qui ont été validés et git statut qui permet de connaître les fichiers qui sont sous-suivis, les fichiers qui sont indexés et les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière fois qu'ils ont été indexés. Voilà, ce cours est maintenant terminé et je vous dis à bientôt.